Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous du dimanche soir avec cette semaine un invité rare. Il s'agit du photographe Sacha Goldberger, même si ça ne se voit pas immédiatement à l'écran. Il va donc se livrer à l'interview de Virginie Gage. Comme chaque semaine, nous nous interrogeons sur les liens qui existeraient entre le métier, la vocation de notre invité et sa judéité. Ce soir, il s'agit évidemment de photographes. À l'heure où tout un chacun muni du moindre smartphone se prend pour Robert Doisneau, Sacha Goldberger s'attache à des mises en scène spectaculaires pour photographier des séries originales, comme on réaliserait des blockbusters hollywoodiens. Il est évident que ces photographies passeront à la postérité, et notamment celle de Mamika, sa grand-mère devenue sous son objectif une super-héroïne. Rien que ça, c'est déjà très juif. Virginie? Merci Gad. Bonsoir Sacha, comment ça va? Pas mal, bonsoir. Alors je suis ravie de vous recevoir ce soir pour Juifs et photographes, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que comme la semaine dernière avec Stéphane Fraisse, cette émission va évidemment susciter énormément de jalousie du côté de mes copines, et c'est pas souvent, c'est souvent dans le cas contraire. Donc là, je profite. La deuxième raison, c'est que vous êtes ashkénaze, et effectivement, les gens le savent, j'ai une passion pour les patronymes ashkénazes. Alors, je vous avoue, Sacha, pardonnez-moi, que j'ai quand même une préférence pour les noms de famille qui finissent par Baum ou Mann, mais Goldberger, franchement, à côté de Gage, je prends quoi. La troisième raison, c'est que je compte sur vous pour nous expliquer comment on fait en fait un selfie potable. Parce que moi, comment ça se passe pour moi, en fait, c'est que je fais à peu près deux douzaines d'essais pour finir par photographier mes baskets. Et les rares fois où je poste mon portrait, il y a toujours un pote à moi, un peu con. Oui, c'est le privilège de l'amitié. On peut quand même dire qu'on a des potes cons pour commenter en public sur Facebook ou sur Instagram. Mais il y a un filtre là, avec 28 points d'interrogation. Alors, comme toutes ces farades que je suis, Sacha, j'ai un toc. Je pense que les plus grands sont juifs. Et pour les photographes, c'est pareil. Robert Capa, Annie Leibovitch, Helmut Newton, Robert Frank, Allen Ginsburg. Et évidemment, il y a des immenses photographes qui ne le sont pas, mais pardon, je les connais moins, peu, voire pas du tout. Et de façon générale, je vais vous avouer quand même que je ne suis pas fan des photographes. Alors, je ne parle pas des grands photographes, je parle des petits photographes. Vous savez, ceux qu'on rencontre à l'école, par exemple, en classe de troisième, ils doivent nous photographier tous en classe. En règle générale, moi j'étais très grande, donc ils me demandaient de me pousser un petit peu loin comme ça. Et quand on faisait des photos unitaires, ils finissaient par lâcher au bout du quatrième essai. Bon, on n'aura pas mieux. Il y a un autre photographe que je déteste, c'est le photographe de mariage. Vous savez, c'est ce mec qui vous découvre très belle comme ça et qui dit « C'est vous la mariée ?» Bah oui, du con, parce que si tu trouves une fille avec une robe aussi belle que moi dans la salle, tu m'appelles et je la démonte déjà. Et puis c'est le mec aussi qui vous demande de mimer le bonheur avec des poses un peu surjouées, alors que vous vous envoyez quand même toutes les photos avec votre famille et votre belle famille et qu'à la fin de toute cette séance photo, le buffet, c'est un peu Béziers un 3 novembre, quoi. Il ne reste plus rien. Donc, je compte sur vous, Sacha, pour répondre à toutes les questions que je me pose, des questions les plus intelligentes aux plus débiles. Et la première question que j'ai envie de vous demander, avant de vous demander évidemment des nouvelles de Mamika, c'est finalement, Sacha, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus photogéniques que d'autres? Est-ce que c'est comme le charme, on l'a ou on l'a pas? Bon, alors il faut que je vous dise un truc, c'est que en règle générale, il y a deux types d'intervieweuses. Il y a celles à qui on répond aux bonnes questions, et puis il y a celles à qui on pose des questions. Alors moi, on va commencer autrement. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas répondre à ce que vous venez de me... Moi, je me rappelle d'une époque où j'ai découvert une femme qui s'appelait Safe Woman. Ouais. Et quand j'ai lu ce texte, la première fois, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. En fait, elle me connaît. C'est-à-dire que le mec dont elle parle, mais c'est moi. Et là, j'ai rêvé d'être Ashkeman. Et aujourd'hui, grâce à vous, je suis Ashkeman, c'est-à-dire que Ashkeman va répondre à Safe Woman. Donc, Je suis revenons hyper honorée. parce que ce texte était juste magique. Je pense que je l'ai Vous lu. parlez des 5 raisons pour lesquelles la séfarade veut épouser un ashkénaze. Exactement. Et tout est vrai. C'est-à-dire que tout ce que vous avez raconté, c'est vrai. Oui, effectivement, les scènes dans la voiture, la belle-mère, tout est vrai, tout est vrai. Et quand j'ai lu ce truc, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, j'aurais adoré faire le texte, vous savez, à l'inverse. C'est-à-dire que comment un ashkénaze voit une histoire avec une jeune séfarade. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour ce texte parce que d'abord, vous m'avez fait merci beaucoup. Plaisir pendant des années. Et je le relis régulièrement en me disant, merde, mais ce type, c'est moi. Oui, ce type, c'est moi. Et plus je vieillis,
plus je deviens ce type des 5 raisons, sauf que maintenant c'est trop tard, je suis vieux. Donc là, laissez-moi aujourd'hui être incognito, je ne serai pas donc Sacha Goldberger, mais juste Ashkeman. Ashkeman, voilà. Donc vous parlez, et Ashkeman vous parlera du travail de Sacha Goldberger avec grand plaisir. Donc si vous pouviez reformuler vos questions et toutes les questions, j'essaierai de répondre au max le mieux possible pour lui. Alors chiche, alors ok. Ashkeman a 53 ans, il est né en 68. Ashkeman est en caleçon quand même. On peut quand même dire que tout à l'heure, vous vous êtes levé pour réajuster la lumière. Vous êtes en short à Paris. Moi, on me dit qu'à Paris, il fait 2 degrés. Moi, je suis en Israël, il fait un peu plus chaud. Ashkeman est un peu à la météo israélienne. Alors, vous avez 53 ans. Attendez. Ashkeman, il est né en fin 68. Donc, laissez-moi encore un an. C'est-à-dire que 52. D'abord, on aimerait que j'ai 52 ans, mais réellement, dans la vie, quand vous me rencontrez, j'ai beaucoup moins. Voilà. Ouais. Et ensuite, pas du tout. Je ne me permettrai pas de faire une interview. Je suis en costume de pièces. J'ai une paire de chaussures extrêmement élégantes. Et évidemment que je ne suis ni en caleçon, ni en slip, ni en short. Ni en short. Non, absolument. Mais n'exagérons pas. Donc, après, vous pouvez laisser poser des choses, mais jamais je ne ferai une chose pareille. Voilà. Donc, que les choses soient claires, avant qu'on parle de choses intéressantes, c'est-à-dire du travail. Du travail et du talent. Je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles. Mais tout à fait, vous avez raison de me recadrer, il faut, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Sans rire, cette dichotomie Ashkénaze-Séfarade, c'est quelque chose qui a marqué votre enfance ou pas? Vous voulez que je vous dise, je pense que c'est la jeunesse de mon travail. C'est-à-dire que quand j'ai fait les premières photos avec ma grand-mère, elles ont servi à un site internet qui était le mien. Dans l'histoire, on va commencer l'histoire avant. Je travaille avec un type extraordinaire qui s'appelle Gilles Bercher. Je ne travaille pas encore avec lui, je rêve de travailler avec lui. Et je me dis, pour arriver à rentrer dans son agence, je vais envoyer ma grand-mère avec mon book dans son bureau. Et grâce à ça, peut-être que je serai engagé. Et donc, l'idée, connaissant ma grand-mère par cœur, je me dis, elle va arriver avec le book et elle va lui dire, écoutez, je ne comprends pas très bien, mais c'est formidable. Mon petit-fils est formidable, il faut l'engager. Et je ne le fais pas. Et quelques mois après, je suis engagé de façon absolument normale chez Gilles Bercher, qui avait une agence qui s'appelait à l'époque Enjoy Cher Lafarge. Et je lui raconte cette histoire parce qu'on devient proche. Et il me dit, mais t'es complètement dingue. Si tu avais fait ça, j'aurais pris mon téléphone et je t'aurais engagé sur le moment. Et le jour où j'ai voulu faire un site, je me suis dit, il faut que je fasse soit le site de Woody Allen, soit il faut que je fasse un site sur les médicaments et toutes les maladies qui existent et les maladies qui n'existent pas encore et celles qu'on a déjà attrapées 100 fois. Et puis finalement, j'ai été voir ma grand-mère et je lui ai dit, écoute mamie, j'ai des bouquins, j'ai toutes sortes de choses. Est-ce que tu ne voudrais pas poser pour moi? Et on a fait des premières photos où elle posait. J'avais fait à l'époque des livres, des t-shirts, des choses comme ça. C'était somme toute assez ennuyeux. Et puis un jour, je suis arrivé, j'ai été la voir et je lui ai dit, écoute mamie, est-ce que tu pourrais me poser avec ta bombe de lac à cheveux? Ma grand-mère est complètement folle. Et elle a pris la bombe comme ça et elle a fait, allô Margit, tu ne sais pas ce que mon petit-fils me demande de faire. Il me demande de faire des trucs complètement débiles comme téléphoner avec ma bombe de lac à cheveux. Tu te rends compte? Et pendant ce temps-là, moi, je faisais des photos. Et c'était nos premières photos et les photos étaient dingues. Et je suis obligé de dire que cette envie de montrer une autre face du judaïsme que celle que j'avais pu voir, enfin que je pouvais voir à la télévision, au théâtre, par Michel Boujna, par La Vérité si je mens, etc. Je me reconnaissais absolument pas dans tout ça. Et je me reconnais beaucoup plus dans vos textes quand vous parlez des Ashkénazes que dans, en tout cas, l'illustration qu'on peut voir en France. Et dans mon travail, je me suis dit, ça serait intéressant de montrer autre chose et de montrer ce que moi je vois chez moi, c'est-à-dire ma grand-mère, ma mère, les copines de ma grand-mère et les copains de ma grand-mère qui habitent à New York, et cette espèce d'humour extrêmement froid, toujours sérieux. Tout est fait immédiatement qui, moi, m'ont toujours fait beaucoup rire. Et je me suis dit, en tout cas, mon judaïsme, c'est ça. La vérité, si je mens, me fait beaucoup rire. Mais c'est pas vous. C'est pas nous, c'est pas moi. Et donc, une partie de mon travail, pas tout, mais une partie de mon travail a été guidée par ça, et en particulier les photos sur ma grand-mère et la série sur les Lubavitch. Ces deux séries-là, enfin ma grand-mère c'est beaucoup de séries, mais en tout cas ces deux travaux-là, c'était vraiment ça. Ça veut dire que j'avais envie de montrer une autre image, en tout cas de l'humour juif. Voilà.
Vous avez la sensation, parce que c'est quelque chose que beaucoup d'Ashkénazes amis à moi me disent, que les juifs américains les Ashkénazes juifs américains ont beaucoup plus investi l'humour. En France, c'était plus un truc de séfarade. Aux États-Unis, évidemment, vous citiez Woody Allen, mais il y a aussi des livres de Shalom Auslander, enfin des choses où finalement les Ashkénazes sont quand même plus expansifs et ils font plus partie de la culture populaire qu'en France. Alors, le problème, c'est qu'on est 4 en France. Donc, c'est dire que, voilà. Et alors, il y a moi, et puis les 3 autres, il y en a 2. Les problèmes, c'est qu'ils sont pas, voilà, ils ont des problèmes d'élocution, donc on est très, très peu. Donc, on ne nous entend pas. Quoi qu'on dise, il y en est, si vous regardez la population juive ashkénaze française, elle est quasiment inexistante. On est vraiment pas assez nombreux. Donc, si demain, moi, j'arrivais en disant, je vais vous faire un film ashkénaze, la vérité, si je mens pas, par exemple, eh bien, je pense que les producteurs de cinéma, ils me riraient au nez. Donc, il n'y a pas de public. Donc, il faudrait que je le fasse traduire directement en anglais avec l'accent new-yorkais pour que ça puisse marcher. Donc je ne crois pas qu'en France, c'est juste que la proportion d'Ashké en France, elle est tellement minime. Enfin, je dis, à part ma grand-mère et ses copines qui viennent de New York, moi, j'en connais pas. J'en connais peut-être 3. J'ai mon rabbin qui essaye de se faire passer pour un Ashkénaze qui s'appelle Zawi. Donc, voilà, David Zawi, il est très ashkénaze. Et tout souvent, il me dit, mais tu sais, moi, je suis Lubavitch, donc je suis ashkénaze. Très bien, Rabbi. Il faut qu'on change au niveau de l'accent, parce qu'il me dit, ah, je suis ashkénaze. Tu sais, moi, je suis un ashkénaze. Je suis un très bon ashkénaze, je m'appelle David Zawi. Voilà. Donc, quelle était votre première question? Non, j'avais l'impression que du côté des Juifs américains, cette dichotomie, effectivement, elle n'existe pas historiquement. Vous ne voulez pas m'interviewer masqué, ça c'est possible? Non, bah, j'ai mis mes lunettes, mais non, j'ai pas de masque, moi. J'ai C'est pas. enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai vu une photo là sur mon Instagram. C'est pas cette meuf-là. Il y a la réalité et puis il y a la fiction. Voilà. Alors justement, on va parler de ça. Votre grand-mère, d'abord, comment va Mamika? Alors, Mamika va bien. Elle va pas mal. Écoute, enfin, elle va bien. Elle a 102 ans. Donc, voilà, je pense qu'on a dépassé la. Et pour 102 ans, moi, je la trouve plutôt pas mal. Après, elle n'est plus malheureusement ce qu'elle a pu être pendant les 102 dernières années. Mais elle est de bonne humeur. Elle continue à être souriante. On a fait des photos ensemble. C'était assez amusant. C'était pendant le premier confinement. Et j'ai une société, enfin des Anglais qui m'ont demandé de faire des photos pour une grande cause. Et ils voulaient montrer les super-héros pendant le Covid. Et la phrase, c'était que les super-héros restaient chez eux. Et donc, je suis allé la voir et je lui ai dit, écoute, mamie, est-ce que ça t'amuserait de faire des photos? Elle m'a fait un sourire comme ça. Elle a dit oui, oui, oui. Et donc, bon, elle a du mal à marcher. Donc, on l'a soulevée. Elle a une espèce de lève-personne, comme une grue. Et on l'a soulevée. Entre le moment où on l'a soulevée du lit et le moment où je vous la mets dans le fauteuil, elle s'est endormie. Et donc, on a profité de ce moment où elle dormait pour l'habiller. Et donc, elle s'est endormie en pyjama et elle s'est réveillée en Superman. Et là, on l'a assis dans le fauteuil. Je l'ai regardée. Je lui ai dit, tu as vu en quoi tu es? Elle a fait oui. Je lui ai dit, tu veux faire des photos encore? Elle a dit oui. Et on a fait une photo d'elle, habillée en Superman, en train de lire un livre de super-héros à l'envers. Et ce qui était incroyable, c'est qu'elle a du mal à parler, elle a du mal enfin, elle ne marche plus. Et on a shooté pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et pendant 3/4 d'heure, je lui ai dit, regarde, lève la tête, mets-toi, sois en colère, montre-moi comment tu fais, sois sérieuse. Et elle a fait exactement tout ce qu'il fallait, comme il fallait. Elle a passé son temps à sourire et je lui disais, ça va, tu es fatiguée? Non, je ne suis pas fatiguée. Et puis finalement, quand on a terminé, au moment où j'ai dit, bon, c'est bon, c'est très bien, elle s'est rendormie. On l'a remise dans le berceau, on l'a remise dans son lit et puis elle a passé le reste d'après. Et à chaque fois que je vais la voir, quand je lui dis, est-ce que tu veux faire des photos? Systématiquement, elle a une espèce de banane qui, rien que ce sourire, ça me donne envie de faire des photos. Elle vous a toujours suivi dans toutes vos idées, dans tous vos délires artistiques. Elle n'a jamais dit là, tu m'emmènes un peu trop loin? Alors, de toute façon, l'idée, ce n'était pas ni de la ridiculiser, ni d'en faire une folle. Alors, il y a eu deux, enfin, j'ai des centaines d'histoires, mais il y en a deux auxquelles je pense là. La première, c'est, je lui dis, mamie, est-ce que tu pourrais nager dans ton salon?
Alors, elle s'est mise en maillot de bain et puis on a commencé. Alors, je lui ai fait le crawl. Je me dis, j'ai jamais fait de crawl. Là, j'ai dit, c'est pas, regarde les bras. Et donc, on a fait des photos. Et ses copines sont venues lui voir. Et un jour, elle me dit, tu sais, je crois que ça me plaît pas beaucoup à mes amis, mais on s'en fout. C'est pas très grave. Et ses copines lui disaient, tu peux pas, à ton âge, tu peux pas nager dans ton salon en maillot de bain. Si tu es trop vieille pour ça. Alors, elle me dit, bon, je ne sais pas si on doit continuer à faire des images de natation. La seule fois où elle m'a dit non, et alors, elle a fini par céder. Je lui ai dit, mamie, j'adorerais qu'on fasse des images avec une poupée gonflable. Elle m'a dit, ah non, non, pas de poupée gonflable, pas de poupée gonflable. Et puis, j'en ai acheté une. Et elle me disait, non, c'est pour les pervers, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, etc. Et puis finalement, est-ce qu'il y a des enfants qui nous regardent? Je ne crois pas. Bon, ça va, alors donc je vais pouvoir raconter cette histoire. Et donc finalement, elle a accepté et l'image était vachement bien parce que c'était une photo d'elle qui jouait aux cartes avec une poupée gonflable. Et l'idée, c'était évidemment de ne pas montrer la perversité de la poupée gonflable, mais de montrer la solitude qu'on peut avoir à un certain âge où finalement, donc on l'a habillée. Et quand on a fait la photo, d'ailleurs, elle m'a dit, ah, mais c'est pas si terrible et je suis content d'avoir fait cette photo. Bon, et l'histoire inracontable que je vais quand même raconter ce soir, je vais me permettre, on est dans sa cuisine. C'est un peu cul, hein. D'accord, allez-y. C'est dimanche soir. Hein. Ça va, alors. On est dans la cuisine, je suis assis en face d'elle et il y a la poupée gonflable emballée et elle me regarde et elle dit c'est combien? Je lui dis je ne sais pas, c'est 20 euros. Je vous avoue que je n'avais jamais acheté de poupée gonflable avant ce moment-là. Elle me dit ah, c'est 20 euros, c'est pas très cher. Je lui dis non, c'est pas très cher. Et il y a des plus chers? Je lui dis oui, il y a des plus chers. C'est combien les plus chers? Je lui dis écoute, je crois que c'est 80 euros. Elle dit 80 euros, c'est beaucoup plus cher. Alors, je lui dis, oui, elle dit, c'est quoi la différence entre la moins chère et la plus chère? Je lui dis, écoute, mamie, je ne sais pas. Et là, il y a un silence. Elle me regarde et elle dit, tu crois qu'avec la plus chère, on peut l'enculer? Voilà. Et donc là, je suis resté bouche bée. C'est la première fois que vous abordiez ce genre de sujet avec Mamika? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ma grand-mère, elle m'a toujours parlé de cul toute ma vie, de toutes sortes de choses, en me disant c'est bien, tu fais ça, tu fais pas ça. Est-ce que à chaque fois que je rencontrais une fille, elle me disait, je lui disais, mamie, j'ai rencontré cette fille, je l'aime. Elle me disait, ah bon, tu l'aimes? Et vous avez fait l'amour? Alors je lui disais, ben non. Elle me dit, bon alors tu ne peux pas savoir. Et après, sa phrase préférée, c'était, tu sais, la sexualité, c'est 70-30. Alors, je lui dis, c'est quoi 70-30? Elle dit, voilà, au début, c'est 70% sur l'amour et 30% sur les connaissances, l'amitié. Et puis, elle dit, après, ça s'inverse. Est-ce que vous avez eu la sensation, à partir du moment où vous avez commencé à la photographier, d'arrêter un peu le temps ou de fixer le temps? Alors, l'histoire, elle est particulière parce que, vous voyez, ça va dans votre histoire d'Ashkenaz, c'est qu'avant de faire des photos avec elle, ça m'arrivait dans ma voiture de pleurer tout seul, en roulant, en me disant, mais si jamais, mais pour de vrai, hein, si jamais elle disparaît, qu'est-ce que je vais faire? Avec qui je vais parler de cette femme exceptionnelle? Et j'avais les larmes qui coulaient, et je m'imaginais en train de faire le discours le jour de sa mort. C'était il y a 20 ans. Hein. J'avais pris un tout petit peu d'avance sur le sujet. Et je n'imaginais pas qu'elle serait encore en vie aujourd'hui. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour que cette femme... vous savez, le truc, c'est que si je vous avais raconté aujourd'hui, sans que vous la connaissiez, sans qu'on ait fait ces photos, en vous disant, ma grand-mère, elle était super, elle m'a emmené en boîte de nuit, vous m'avez dit, oui, c'est super. David, t'as raison. Oui. Et on n'aurait jamais pu parler de ma grand-mère ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne que je croise dans la rue qui la connaisse. Tout à l'heure, j'étais en train de me balader. Il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, il fallait que je vous le dise, ça fait 2 fois que je vous vois. Merci. Merci, pourquoi? Elle me dit, mais votre grand-mère. Et donc, en fait, il n'y a pas une personne que je ne rencontre, mais même mes propres amis, c'est-à-dire que je pense que si j'arrivais avec une jambe cassée, un truc avec comme ça, ils ne me demanderaient pas si j'ai eu un problème dans la rue. Ils me diraient, et ta grand-mère, comment ça va? Donc, je crois qu'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, et c'était ça, c'était que tout le monde la connaisse et que si un jour elle disparaît, ce qui va arriver un jour, je puisse en parler et que les gens me comprennent et qu'on puisse avoir une vraie discussion à propos d'elle. Et je pense que je ne sais pas si j'ai réussi mes photos, mais en tout cas, j'ai réussi à faire en sorte que cette femme exceptionnelle soit connue de pas mal de gens en France et un petit peu dans le monde. Et donc aujourd'hui, vous voyez, la première chose que vous m'avez demandé, c'est pas si j'avais des super... C'est des nouvelles?
comment elle est ma grand-mère. Et le fait qu'elle appartienne aujourd'hui, moi je vais vous raconter une histoire, c'est que il y a énormément de gens effectivement qui parlent de votre grand-mère. Je pense aussi à Roger et Liliane, les grands-parents de Gary Michaelanu, qui l'a filmé dans des petites scénettes sur Facebook. Et j'ai des amis à moi qui n'ont plus leurs grands-parents et qui me disent ça me rappelle mes grands-parents que j'ai très peu connus, ou c'est un peu comme mes grands-parents, c'est une espèce de figure un peu comme ça de grands-parents. Est-ce que vous avez aussi la sensation qu'elle ne vous appartient plus totalement, elle n'est plus qu'à vous? Non, pas du tout. La grand-mère, ça sera. On m'a dit ça 100 fois. Mais oui, oui, super. C'est ma grand-mère. Ça sera. Ma grand-mère. Ce ne sera jamais la grand-mère de personne. Je suis ravi que les gens se transposent, mais il faut pas que je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que il y a un tel degré d'amour entre cette femme et moi que même si elle disait à tous les gens qu'elle croise qu'elle les aime, ça fait rien. C'est-à-dire qu'entre elle et moi, c'est trop fort depuis trop longtemps. Donc, je suis ravi qu'elle appartienne un peu à tout le monde, mais ça sera toujours la mienne. Et, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai pris et j'ai donné tout ce que je pouvais. Donc, je j'ai ni jalousie, et je suis ravi qu'il y ait plein. J'ai des messages, on a des messages, mais tellement dingues, de gens qui sont à l'hôpital, qui n'arrivent plus à vivre, qui n'arrivent plus à respirer, qui m'envoient des messages en disant merci, heureusement que vous êtes là, grâce à ça. Enfin, on a eu. Voilà. Donc, je suis ravi qu'elle appartienne à tout le monde, mais ça restera ma grand-mère pour toujours. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question possible. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elle ne me reconnaît pas forcément. Vous voyez, il y a des jours où on arrive. On a fait des films, on a fait un film très drôle où je lui dis, est-ce que tu sais comment je m'appelle? Et en fait, évidemment qu'elle ne se souvient pas. Et il y a des jours où ça ne passe pas. Et elle me dit, tu t'appelles Poupinette. On a fait tout un film sur Poupinou et Poupinette. Mais ça n'a pas d'importance. En fait, même quand elle ne me reconnaît pas, elle sait et je sais qu'il y a vous voyez, même sans la mémoire du nom ou du truc, rien que je pense qu'au son de ma voix et la façon dont je lui parle, et inversement, si jamais j'avais plus de mémoire, il y a une connexion entre elle et moi qui est tellement forte que voilà, je veux bien la partager avec tout le monde. De toute façon, c'est la mienne. Qu'est-ce qu'elle vous a appris de plus important? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis de plus important? Elle m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que alors, les trucs les plus chiants quand on était petit dans la voiture, elle m'apprenait les jours de la semaine. Ça, c'était lourd. Elle me disait, alors, tu vois, après lundi, il y a quel jour? Elle disait, ah, mardi. Après, quand j'ai eu 16 ans, je n'avais pas le permis, il n'y avait pas le permis accompagné. Un jour, à 16 ans, elle avait une Golf. Elle m'a dit, tu sais conduire? Je lui ai dit, oui, oui, je sais conduire. Elle me dit, bon, alors prends la voiture. Et elle m'a laissé conduire sa Golf sur l'autoroute à 130. Autant vous dire que après, elle m'a expliqué quelques années après qu'elle avait été terrorisée. Donc, je me rappelle à l'époque, enfin, c'était moi quand j'étais petit, c'est-à-dire il y a 200 ans, on avait la boum et il y avait une grand-mère. Et ma grand-mère, elle a tellement enterré la grand-mère de la boum. J'ai tellement sans foi. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Je pense que les plus grosses valeurs, enfin les choses les plus importantes qu'elle m'a appris, c'est la valeur du travail, de la persévérance. Beaucoup de choses par rapport au travail, beaucoup de choses elle avait un côté un peu américain du boulot, c'est-à-dire que hyper consciencieuse, toujours disponible, toujours souriante. Enfin, elle avait des clients un peu partout dans le monde. Et je pense que ouais, ça fait partie des valeurs. Après, il y a un autre truc. Il y a beaucoup de choses. Je pense que je suis construit en partie grâce à elle. Évidemment, il y a ma mère, il y a mon père, il y a le reste de la famille, mais entre elle et moi, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'elle m'a appris un truc essentiel, c'est à jamais avoir la grosse tête. Quoi qu'on fasse, à rester, que tout peut arriver. Voilà. Je pense qu'elle a eu tout, elle a tout perdu. Et je ne l'ai jamais entendu se plaindre, je ne l'ai jamais entendu me dire que la vie était dure, jamais. Et elle a été elle a été mariée 4 fois, elle a subi le communisme, le nazisme, son père a été déporté. Jamais je l'ai entendu me dire que elle voulait pas vivre, que toujours elle s'intéressait à tout. Donc je pense que voilà, cette espèce de dynamisme, cette espèce d'envie d'avancer,
je pense que c'est ça. Après, voilà, il y a évidemment, si je réfléchissais beaucoup d'autres petites choses, mais ça, voilà, c'est le fait d'avancer. On avance, on ne réfléchit pas trop, on y va en avant. Et ce n'est pas une valeur, mais je pense que l'humour aussi, c'est-à-dire que dans ma famille, on parle que à base de blagues. Et donc, je pense que l'humour. La fibre artistique que vous avez, elle vient aussi d'elle ou elle vient d'ailleurs? Un petit peu, mais plutôt, non, plutôt du côté de mon père. Non, plutôt du côté de mon père. Elle faisait, alors, elle était. Enfin, on pourrait faire 2 webinaires sur ma grand-mère, mais 2 webinaires de 6 heures chacun. Alors, il faudrait faire ça avec un peu de nourriture et à venir avec un lit, etc. Mais elle a été élevée dans une usine avec mon arrière-grand-père et du textile. Et il l'a sortie de l'école parce qu'il estimait qu'elle devait travailler à la chaîne et en même temps, et que le diplôme, ça ne servait à rien. Et donc, elle faisait des cours l'après-midi. Et quand son troisième mari l'a laissée, ou quatrième, je ne sais plus, il a fallu qu'elle bosse. Non, c'était le troisième. Enfin, il ne l'a pas laissé. Quand elle s'est mariée avec le quatrième, en fait, il n'avait pas d'oseille. Il était dentiste, mais c'était un jeune dentiste. Et donc, elle a dû subvenir à leurs besoins à eux deux. Et donc, à se remettre à travailler. Et la seule chose qu'elle savait faire, parce elle voulait être psychiatre, mais comme elle n'avait pas ses diplômes et qu'une partie avait brûlé pendant la guerre, elle n'a pas pu. Et donc, elle s'est remise à faire du stylisme. Et à la fin de sa vie, elle a bossé jusqu'à 85 ans. Elle a fait du stylisme et elle faisait des boîtes. Et donc, dans les boîtes, à chaque fois, il y avait des cartes postales avec des couleurs. Et puis, et avec ces boîtes-là, elle allait voir ses clients. Elle disait, voilà, la tendance de l'année prochaine. Et donc, elle était styliste et elle créait des cahiers de tendance. Donc, elle était un petit peu artiste, mais c'est pas. Par contre, il s'avère que j'ai découvert à la fin de sa vie, parce que, évidemment, nos histoires de photos, c'est arrivé très tard. D'abord que c'était une comédienne, je pense que hors pair, parce que moi j'ai fait, je sais pas, 5 000, 10 000 photos avec elle. Toutes les photos sont bien, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas une photo où elle a une tête où on se dise. Et à chaque fois, si vous regardez un peu, moi j'ai fait 3 bouquins avec elle, il n'y a pas 2 photos où elle a la même posture. Elle est incroyable. Donc moi j'ai découvert qu'elle était comédienne, et 2, j'ai découvert qu'elle était créative, parce que quelques-unes des idées que nous avons faites viennent d'elle. Et vous savez, la créativité, c'est-à-dire qu'avoir une idée, on peut en avoir, mais moi, je me rappelle, je pense qu'elle en a fait d'autres, mais celle dont je me rappelle et dont je parle régulièrement, c'est celle de la moto. C'est qu'un jour, en fait, on publie des photos régulièrement, et puis évidemment, les gens lui disent c'est formidable, et ça commence à la piquer un peu, et elle me dit, je vais chercher des idées avec toi. Et donc, et un jour, elle vient me voir, elle me dit, j'ai une idée. Je dis, ok, très bien. Je m'attends au pire. Je dis, et elle me dit, on va faire une photo avec ta moto. Et je me dis, c'est pourri, une photo. C'est pas parce qu'on va mettre une vieille dame sur une moto que ça fait une photo décalée. Je veux dire, le décalage n'est pas suffisant. Mais je dis rien. Et donc, elle dit, on va faire une photo de moi sur ta moto. Je dis, très bien. Et elle dit, à l'envers. Et là, je comprends que en même temps, j'aurais dû le comprendre avant, parce que en fait, l'humour, c'est du décalage, hein. Et souvent, c'est pas un décalage visuel, mais et donc, comme elle a toujours été très marrante, elle avait ce décalage dans les mots. Et donc, il s'est avéré qu'elle avait des idées, qu'elle aurait été une très bonne créative aussi. On va parler de cette série de photos dont vous nous parliez tout à l'heure, quand vous avez été donc à Brooklyn et que vous avez photographié ce centre Rabat, quoi, le 770, le siège du mouvement Chabad à New York. D'abord, d'où elle vient cette idée, et est-ce que vous pensez qu'un non-juif aurait pu photographier ces gens-là? Alors, non. Mais bien sûr que non, mais même pas une seconde. Enfin, alors d'abord, un non-juif ne serait pas rentré au 770. Et surtout, ce que j'avais à raconter, c'est une histoire de juif, ce n'est pas une histoire de non-juif. Donc, le meilleur photographe du monde n'aurait pas pu faire ces photos-là, parce que je pense qu'au-delà des photos qui sont esthétiques, mais enfin, c'est discutable. Quand je dis c'est discutable, c'est que certains pourront les trouver belles, d'autres vont dire qu'elles sont pas assez éclairées, trop pas trop noir et blanc. Mais cette histoire, l'histoire du 770, c'est une histoire particulière. À l'époque, j'avais fait des photos de mamie qui étaient assez célèbres, et puis j'avais fait une série sur les super-héros.
Et la série sur les super-héros, elle a fait un carton. Et je me suis dit, bon, ben, je gagne pas mal d'argent avec ça fonctionne bien. Maintenant, il faut que je revienne sur l'essentiel, c'est-à-dire que je suis juif d'Europe centrale, et j'ai un gros problème avec l'image des juifs en France. Donc, on en revient à Schkeman et Self-Woman, c'est que je me dis, ce que moi je vois en France, ça me fait beaucoup rire, c'est hyper marrant, mais ce n'est pas du tout ni ce que je suis, ni ce que je véhicule, ni ce que j'entends. Et ce judaïsme-là, j'ai envie qu'on en parle. Et donc, je travaille avec un monsieur formidable qui est un de mes meilleurs amis, enfin mon meilleur ami, qui s'appelle Ben Simon, qui est graphiste, qui fait des logos, qui fait des livres, qui est un type extraordinaire, qui est le plus ashkénaze des mecs que je connais, sauf qu'il s'appelle Ben Simon. Et on en a parlé, et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse autre chose, qu'on montre autre chose. Je trouve que l'image en France des Juifs n'est pas bonne. Et je pense qu'elle n'est pas bonne parce que, c'est pas bien de dire ça, mais je pense qu'on a une part de responsabilité sur notre comportement, que si on était irréprochable, eh bien, ça ne changerait pas forcément les choses, mais en tout cas, ça nous aiderait. Et je pense que parfois, ce que moi je vois dans la rue et ce que je peux voir, On est en quelle année là, Sacha, au moment où vous faites ce constat on est il y a 7 ans, 8 ans, je crois. C'est pas si Okay. longtemps. Mais bon, je fais le même constat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, parfois, je vois et où je me dis, si j'étais pas juif, je serais antisémite. Parce que c'est pas bien, parce que parfois, je vois de l'étalage d'argent, de la mauvaise éducation, des choses que je vois ici et que je peux voir d'ailleurs sur des Français en Israël. Je trouve qu'on n'est pas irréprochable. Voilà. Au même titre que je ne le suis pas non plus, mais en tout cas, moi, j'essaye de faire attention de l'image que je peux donner aux autres et en particulier aux gens qui ne sont pas juifs. Et donc, je me suis dit, il faut que je montre. Et là, je suis testé de la moitié des gens. Il y a combien de personnes qui... On a perdu 50% des gens. Non, je plaisante. Donc, je me dis, il faut que je fasse une série qui ne va pas me rapporter d'argent, mais qui va pouvoir montrer ce qu'est pour moi le judaïsme. Mais ça veut dire que pour vous, la source, l'espèce de centralité, il faut la chercher là-bas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais finir mon raisonnement, mais l'idée, c'est de se dire qu'on va montrer une autre image du judaïsme et en France. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est un juif en France? Et puis cet humour et ce décalage et cette dérision, et qui soit plus proche de ce que moi je fais et qui, évidemment, n'aura rien à voir avec la vérité si je mens, qui est très marrant, je le répète, et que je respecte, mais qui n'est pas, en tout cas, ce que moi j'ai vu chez moi et qui n'est pas l'idée que j'ai du judaïsme. Et donc, le problème, c'est que si demain, si je fais je suis photographe, c'est visuel, si je fais une photo avec un type qui a une kippa, ce n'est pas un juif. Donc, un juif, c'est un type qui a une barbe, qui est habillé en noir et qui a un chapeau noir. On peut dire ce qu'on veut, mais dans l'inconscient collectif, c'est ça, un juif. Et si vous regardez Rabbi Jacob, alors en plus, ils ont des paillettes. Bon, mais un juif, c'est un mec en noir avec une barbe et un chapeau noir. Donc, où est-ce qu'on trouve des hommes en noir avec un chapeau noir? Eh bien, on les trouve chez les Lubavitch, ou on les trouve chez les Satmar, ou dans d'autres communautés. Bon, il se trouve que mon rabbin à moi, il est ashkénaze, il s'appelle Zawi, et il est Chabad. Et donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, voilà, Rabbi, à chaque fois, ça le fait marrer, parce qu'il me dit, pourquoi tu m'appelles Rabbi? Je dis, je sais pas, vous êtes ashkénaze. Donc, chez nous, les rabbins, on les appelle Rabbi. Donc, le mec, je suis le seul type parce qu'évidemment, chez les rabbins de Neuilly, il n'y a que des séfarades. Bien sûr. Oui, mais tout le monde est ashkénaze. Et donc, je suis le seul mec à arriver à lui dire, bonjour Rabbi, comment ça va, Rabbi? Ça le fait toujours marrer, mais c'est comme ça. Chez nous, ma grand-mère, on dit les cônes et Rabbi. Voilà. Les cônes, vous avez compris, étant les Cohen. Oui, bien sûr. En mère, disait toujours, mais lui, c'est un cône. Je dis, oui, c'est un. Voilà. Et donc, on est allé le voir. Je suis allé le voir. On a fait un petit projet avec Ben. On a commencé à écrire des trucs avec des histoires en se disant de quoi on parle. On va parler du chapeau, de la barbe. On va parler de la mezouza. On va parler, mais de façon décalée, amusante. Et donc, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, voilà, on a ce projet-là. Et le rabbi, la première chose qu'il m'a dit, c'est formidable. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ces idées se retournent contre nous. J'ai dit, effectivement, ça serait embêtant.
je comprends maintenant ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que tout d'un coup, les antisémites utilisent ces images pour… mais la chance qu'on a eue, c'est que je pense que les images qu'on a faites ont été plutôt dans le bon sens. Et d'ailleurs, tous les juifs que j'ai vus, y compris les rabbins, ils ont tous apprécié, ils les trouvent tous amusants. Et donc, il me dit, très bien, on va y réfléchir, je vais voir avec le rabbin de Brooklyn, de New York. Et puis, quelques mois après, il m'appelle, il m'a dit, écoute, tu viens avec moi. Je pars voir le rabbi et tu restes quelques jours avec nous. Tu prends ton appareil, je vais te présenter des gens et on va commencer à faire des photos. Et donc, je suis allé là-bas. Et pendant 5 jours ou 6 jours, je n'ai pas pris mon appareil. J'ai juste parlé avec des gens. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire comme tout le monde parce que j'étais pas très pratiquant. Donc, j'ai absolument fait tous les rites. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Et ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels et de leur raconter mon projet en leur disant, voilà, en France, on a une image du judaïsme qui n'est pas très bonne. Moi, j'aimerais donner une autre image et j'aimerais faire des photos qui puissent servir peut-être à un bouquin, peut-être à une exposition. C'était pas sûr à ce moment-là, c'était pas le produit fini était pas. Et donc j'ai passé des mois là-bas. Je suis allé plusieurs fois et j'ai shooté que des rabbins. Et les images, elles sont dingues. J'ai shooté un rabbin dans sa voiture, donc une espèce de vieille bagnole américaine. Et l'idée, c'était de parler de cette obsession du chapeau, d'être couvert. Enfin, j'avais envie de pousser le truc beaucoup trop loin. Et donc, on a fait une photo de lui. Il est au volant de sa bagnole et sur la voiture, il y a son chapeau de rabbin qui est posé. Et voilà. Et chaque Ils image… se sont tous prêtés au jeu. Complètement. Ils sont tous prêtés au jeu. D'abord parce que c'est une communauté qui est très marrante, qui est complètement décalée. Évidemment, ils sont pratiquants, orthodoxes, mais d'abord, chez les orthodoxes, je pense que ce sont en tout cas, les Satmar m'auraient jamais laissé faire une série comme celle-là, c'est sûr. Donc, on est loin de unorthodoxe. Et surtout, ils ont une vision de la joie, quoi. Tout est dans la joie. Ils en parlent tout le temps, de la joie. Et donc, ces images-là, à chaque fois qu'ils ont vu, parce que je leur ai montré, on faisait des Polaroids, c'est de l'argentique. À chaque fois, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Je leur ai envoyé des tirages. Et puis, on a eu la chance d'exposer ça en France à la mairie du 3e ou du 4e. Et il y a des écoles rabbades qui sont venues. Et j'avais atteint mon objectif parce que l'idée, c'était vraiment de montrer aux juifs et aux non-juifs une autre vision du judaïsme. Alors, après, ça n'a pas été beaucoup diffusé. J'espérais montrer ça au musée du judaïsme. Et puis, j'ai eu une fin de non-recevoir. On m'a dit que… je suis tombé sur un monsieur qui m'a expliqué que les Chabad étaient une secte et que donc ce n'était pas possible. Et je me suis dit, c'est étonnant quand même, je suis français, je fais un truc sur le judaïsme, j'ai montré des loubas, mais c'est pas une histoire de louba, c'est une histoire de juifs, même s'il y a quelques images qui sont très propres. Parce que j'ai pris des photos d'une main qui tient la photo du rabbi devant son siège et on sait que quand vous allez au 770, on vous explique que le rabbin est toujours là. Donc, oui. Ça, c'est très spécifique à l'histoire Chabad. Mais sinon, moi, je parle de juifs. Je parle de juifs, des juifs, de notre histoire. Voilà, et je passe par le symbole. Et donc, j'étais très étonné qu'on soit accueilli par le maire du 3e ou du 4e qui est au milieu du marais. Et pas par le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, exactement. Et pour aller un peu plus loin, le maire nous a accueillis, a fait un grand discours. Et il n'y a eu personne de la communauté juive qui est venu nous voir et remercier le maire et parler du projet. Donc, bon, mais c'est comme ça. En tout cas, ce projet, moi, il me tenait à cœur. Et il y a pas mal de gens qui l'ont vu, pas suffisamment, évidemment, à mon goût. Et puis, une partie de l'argent doit aller, alors il faut que j'arrive à me rembourser, parce que j'en ai jamais vendu beaucoup, mais doit aller au Chabad et pour aider les pauvres et voilà, et pour la Tzedaka. Enfin, ce projet-là. Et le fait de ne pas avoir pu photographier des femmes, ça a été une frustration, enfin qu'on voit quand même beaucoup plus d'hommes. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes. J'ai fait quelques photos avec des femmes, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Au départ, je pensais que je n'aurais pas le droit. Vous êtes un peu heurté à une fin de non-recevoir par rapport à ça? Eh bien, non. Pas du tout. Alors, en fait, l'histoire, c'est que j'en ai parlé au Rav Zawi en lui disant, est-ce qu'on peut faire des femmes? Et il m'a dit, fais attention à ça, c'est compliqué, on n'est pas sûr, etc. Donc, on a écrit quelques images avec des femmes, mais pas beaucoup. Et puis, quand je suis arrivé là-bas,
tout était écrit depuis longtemps. Hein. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, et je me suis aperçu que en fait, ils étaient très très cool, qu'ils avaient un énorme respect de la femme. Et donc, très vite, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu fais pas plus de photos avec des femmes? Et j'étais là-bas avec des histoires et des idées déjà écrites, et on avait écrit très peu de choses avec les femmes. Donc, on en a fait quelques-unes, mais c'est un peu de ma faute. C'est-à-dire que je pensais qu'on ne pourrait pas et que c'était… Vous êtes auto-censuré. Exactement, et en fait, pas du tout. Et une fois sur place, ils m'ont dit, mais non, mais trouve des idées, fais des choses avec des femmes. Malheureusement, ce n'était pas écrit et j'avais un énorme programme, donc on en a fait, il y a quelques photos, mais pas suffisamment, et évidemment, mais ce n'était pas de leur fait, c'est un peu une autocensure, et le Rav Zawi, qui est un type vraiment un rabbin exceptionnel, qui avait un peu la trouille que ça soit mal perçu sur place, et en fait, qui s'est trompé. Donc, je pense qu'effectivement, la série pourrait être complétée avec des femmes. Alors après, j'ai fait une deuxième série qu'on n'a pas vue, mais qui était génial, qui était le jour où tout le monde se déguise. J'ai un trou de mémoire. Pourim. Pourim, voilà. Et donc, je suis venu et je leur ai dit, écoutez, je vais faire un studio. Et j'ai fait un studio au 770 et on a shooté des hommes et des femmes en tenue de Pourim. Et c'était génial. Alors, c'est pareil, j'ai été évidemment plus facilement accueilli chez les hommes que chez les femmes, même si les femmes étaient d'accord. Et on a fait pas mal de photos qu'on n'a encore jamais vues, mais où ils sont tous donc, sur un fond avec une lumière un peu de clair-obscur. Ils ont tous participé, où j'ai photographié la plupart des gens du 770 habillés avec leur costume de Pourim. C'était génial. Il y a une passion quand même pour le déguisement. On va y revenir, mais vous dites tout était écrit, les photos étaient écrites, enfin les histoires étaient écrites. Elle est où la part de spontanéité quand vous rencontrez un modèle et que vous avez déjà écrit une histoire? Chez l'autre photographe, celui qui est là juste à côté, mais qu'on ne peut pas voir parce qu'il est sorti du cadre. Oh, ce sera à toi, mais dans 5 minutes. Non, la spontanéité. Je ne peux pas dire le mot spontanément. Spontanément, le mot spontanéité. Même pas, il sort même pas. La spontanéité, elle est dans le jeu des acteurs, mais pas dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme si je pense qu'une bonne comédie, elle doit être précise et écrite. Et je pense qu'une photo décalée et humoristique, elle est forcément écrite. C'est-à-dire que la photo de la grand-mère qui est à l'envers, ça ne s'improvise pas. On ne va pas tout d'un coup dire tiens, on va faire une photo de toi sur la moto, et puis une fois qu'on est sur la moto, dire tiens, pourquoi tu ne te mets pas à l'envers? On pourrait, mais quand on fait la photo, ça voudrait dire qu'au moment où on fait la photo, on est obligé de commencer à essayer de trouver des idées. Et si la personne qui est en face de vous sent que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, je pense qu'on perd beaucoup de choses. Après, il y a des photographes qui sont spécialisés dans la spontanéité. Moi, je suis spécialisé dans la non-spontanéité. Ça veut dire que tout est calculé, Sacha. Je pense notamment à votre série sur les super-héros, l'inclination du regard, la position d'une main. Tout est non. Alors calibré après, au millimètre. Non. Le jeu d'acteur, quand j'ai fait, par exemple, Catwoman, qui est en face de moi, que je regarde là, je sais que je veux une peinture flamande d'une femme pour qui on a fait un costume sur mesure, qui sera habillée en Catwoman. Elle va avoir une collerette. Elle a un chat avec elle qui a une collerette. Après, tout le reste, c'est le comédien qui va le faire. Et puis là, tout d'un coup, en face de vous, la fille, elle est assise comme ça, et puis elle commence à regarder en bas, et puis au même moment, il y a le chat qui regarde de l'autre côté, et là, on appuie, et on se dit waouh. Et à ce moment-là, on sent qu'on a fait une bonne photo. Et donc, effectivement, le jeu du comédien va amener ce petit truc en plus qui va faire que la photo est pas mal, bien ou vraiment dingue. J'ai un autre exemple, quand j'ai fait Hulk, le mec arrive sur le set, il est absolument incroyable, il a tout ce qu'il faut, le masque, le truc, enfin, on lui a mis un front, et il arrive et il commence à faire comme ça. Et ça ne marche pas. Et alors, c'est horrible parce que je ne peux pas lui dire ça ne marche pas. Donc, je ne lui dis rien, je le laisse faire. Il fait ses trucs, il me montre. Et je me dis, mais on est dans Hulk, mais on n'est pas dans la peinture flamande. Et donc, je laisse faire tous ces trucs. Et là, je suis obligé de trouver et d'improviser. Et donc, au bout d'un moment, voyant que ça ne marche pas, je dis à mes assistants, prends le fauteuil, mets le fauteuil en face de moi, j'assieds le mec et je lui dis, écoute-moi, le penseur de Rodin. Et donc, le type, l'espèce de Hulk, là, tout d'un coup, il est là et puis il commence à faire ça. Et puis, il se laisse aller et tout d'un coup, il y a un relâchement. Et à ce moment-là, plaf, on a la photo. Mais cette photo-là, je ne l'avais pas au départ.
Donc, l'improvisation, elle est dans le rapport qu'on a avec le comédien, savoir s'il va arriver à amener le petit truc en plus, si nous, tout d'un coup, on va avoir un déclic. Mais souvent, il y a de l'écriture. Les rabbins que j'ai photographiés à Brooklyn, il faut aller vite. Les mecs, ils n'ont pas envie d'y passer. Le type qui était dans sa voiture, je l'ai dû le shooter pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il m'a dit, c'est bon, on y va. Je veux dire, il doit retourner les travailler sur la Torah. Et je le comprends. Donc, si j'arrive Donc, moi, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai repéré les endroits où je voulais être. J'ai essayé de voir mes angles. Et puis, quand on est arrivé, en très peu de temps, j'ai un de mes assistants ou deux qui préparait la lumière. Et puis moi, soit je lui expliquais ce qu'on allait faire, soit je lui racontais autre chose pour qu'il soit focus sur l'histoire. Et puis, mais c'est vrai que, par exemple, la plupart, ma grand-mère, si on revient sur ma grand-mère, elle a, je pense, une capacité de concentration de 1 minute 30. Donc, c'est comme un enfant de 4 ans, en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas le truc là très vite, et donc ça implique un petit peu d'avoir préparé les choses. Alors après, il y a des séries qui sont plus... Là, je viens de faire une série qu'on n'a pas Parce encore... que, attendez, vous dites préparer un petit peu les choses. Moi, j'ai lu sur Internet des castings, par exemple, qui peuvent durer 8 mois. Vous parlez de comédiens et pas de modèles. Oui, Vous parlez de comédiens et pas de modèles. Donc, on est vraiment sur un espèce de gros Barnum. Vous avez un langage qui est quand même pas du tout celui du photographe. Vous travaillez avec des comédiens. ça dépend parce que, regardez, une des dernières séries que j'ai faites qui s'appelle Renaissance, que on peut voir encore quelques jours rue François 1er. Le concept que j'ai vendu, c'est des bâches qui font 17 mètres de haut par 300 mètres de long. Et on vient me voir et on me dit, alors voilà, Sacha, le projet, c'est un truc pour toi, ça s'appelle Renaissance et c'est du luxe. Je dis, ok, Renaissance, du luxe, est-ce que tu as autre chose à me raconter? Il me dit, non, non, j'ai rien d'autre, j'ai que ça. Et en travaillant et en réfléchissant, je leur ai dit, écoutez, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme c'est une bâche et qu'il y a des ouvriers, on va prendre les ouvriers qui sont derrière, et puis on va les habiller en version Renaissance, et on va revisiter les objets, le marteau-piqueur version Renaissance. Et donc là, maintenant, on a des portraits qui font 7 mètres de haut et sur 300 mètres de long. C'est le truc qui est dingue. Mais les mecs, ils n'ont jamais posé de leur vie. C'est-à-dire il y a un ouvrier qui est arrivé, le mec était un Algérien qui est tourneur-fraiseur ou bétonneur ou un truc comme ça. Et le mec, il est venu. On sentait que son boss lui avait dit, écoute mon vieux, là, il faut que tu fasses les photos. Donc là, qu'est-ce que tu fais mercredi prochain? Je ne travaille pas. Bon, bah, ok, tu vas être payé mercredi prochain. Je dis, ouais, ok, d'accord. Alors tu vas faire les photos. Le mec est arrivé, il a dit, bon, d'accord, je veux bien qu'on photographie, mais on ne maquille pas. Et puis moi, je ne mets pas de colorant. Alors j'ai dit, bon, écoute, on va voir. On va discuter ensemble. Le mec, il s'est retrouvé évidemment maquillé avec des collants moulants, etc. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il a posé pour les photos et la chance qu'on a eue, c'est que la photo est dingue et qu'à la fin, le mec est venu, il m'a pris dans ses bras. C'était beaucoup mieux que tous les mots qu'on pouvait dire parce qu'il m'a tellement serré dans ses bras, ça voulait dire, voilà, le mec m'a dit merci, merci. Et enfin, c'est pas que moi et l'équipe, il a vu. Et donc, ce type-là, je savais qu'il fallait qu'il pose dans un... Mais ce n'est pas un comédien. Donc là où c'est précis, c'est que je connais pas mal la peinture et que je connais souvent bien mes sujets. Et qu'après, quand je vois que les gens ne sont pas capables, je les dirige en leur disant voilà. Et puis souvent, je mime ce que je veux. Parfois, c'est assez ridicule parce que j'ai mimé des trucs avec ma grand-mère, je faisais des têtes comme ça. Hein. Et puis après, j'essaie. Donc il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui ne sont pas des comédiens. Il y a un truc qui marche très bien en ce moment, c'est que on a souvent, je m'en suis aperçu là récemment, envie de mettre en avant les gens des entreprises qui sont des vrais gens et de les mettre en valeur. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas l'habitude de poser. Mais on s'aperçoit que si on a bien préparé son truc et puis le fait de leur mettre des costumes, de les habiller, tout d'un coup, ça crée ça met les gens, quels qu'ils soient, dans une autre dimension. Mais quand la personne est connue, je pense par exemple à Arthur, je pense à David Abiker qui est moins connu, mais c'est un peu plus compliqué de leur enlever cette identité qu'ils ont, cette aura qu'ils ont, et de leur faire mettre des costumes pour qu'on oublie qui ils sont. Comment Alors, vous les choisissez, ceux-là? Arthur, il est venu me voir. En fait, un jour, il voulait m'acheter une série et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit Sacha, écoute, j'ai une photo à faire pour Le Point. Ils m'ont demandé un photographe et moi, je veux être photographié que par toi. Donc voilà, tu me fais une photo, tu fais ce que tu veux, tu es à 100%. Je dis, bon, très bien, Arthur, qu'est-ce que tu aimerais? Enfin, il y a des choses, des directions dans lesquelles tu aimerais aller. Il m'a dit, écoute, je veux un truc historique. Il avait vu les super-héros, il adorait ça.
Et puis, j'aime bien les clowns. Bon, ok, t'aimes bien les clowns. Et donc, on a travaillé avec mon équipe. Et puis, je travaille avec un styliste qui est un mec génial qui fait que de l'historique, qui s'appelle Thierry Fortin. Et puis, on a essayé plein de choses et on lui a proposé 2 personnages. Le premier, c'était une espèce d'amiral Napoléon Ier ou II, je ne sais plus exactement. Et puis, mélangé avec une espèce de Joker. C'était une espèce de version Joker Napoléon II. Et puis, mon styliste m'a proposé aussi un clown début du siècle, qui est un espèce de personnage magnifique. Et donc, on est arrivé, je lui ai dit, écoute, on va faire les 2. On a fait ces 2 personnages. Mais je pense que ce soit des gens connus ou des gens pas connus, il y a beaucoup de gens qui ont. L'idée n'est pas de se déguiser. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que je pense que ce que moi je leur propose, c'est pas de se déguiser, c'est d'habiter un autre personnage. On n'est plus dans le déguisement. C'est-à-dire que Arthur, quand il prend une tenue Napoléon Ier, la tenue est tellement belle, elle est tellement lourde, c'est une vraie tenue d'époque. Le maquillage est tellement beau que tout d'un coup, il n'est pas un mec déguisé en Joker, machin, il devient le Joker. L'ouvrier qui est habillé avec une tenue Renaissance qu'on a d'abord essayé, qui est exactement à sa taille, qui va être maquillé pendant des heures, tout d'un coup rentre dans ce personnage. Et on dépasse l'histoire de la tenue. David Abiker, mais c'est un mec exceptionnel. Moi, j'ai rencontré David, il m'a interviewé il y a quelques années sur les super-héros. Et puis, il s'avère qu'on est devenu très proches, qui fait partie de mes amis proches. Et David, c'est un comédien. C'est-à-dire que là, je viens de faire des photos de lui en soldat de la Deuxième Guerre mondiale américain. Le mec, il aime ça. C'est-à-dire qu'il a commencé à prendre le cigare et il est rentré dans le rôle du personnage. Donc, on n'était plus dans le déguisement, on était après avoir été maquillé pendant une demi-heure ou une heure, puis habillé, il est rentré dans un personnage complètement fou. Et donc, je pense que ce soit Arthur, David Abiker, où il y a pas mal de familles en ce moment qui viennent me voir et qui me disent on aimerait bien faire une photo de famille d'époque. Moi, ce que je leur propose et ce que j'essaye de proposer, c'est pas un déguisement, c'est de rentrer dans la peau d'un personnage par le biais du maquillage, par le biais de la coiffure, par le biais du costume, et évidemment à la fin, dans la pose et dans l'attitude. Mais voilà, je pense en tout cas, moi et mon équipe, et j'ai une équipe vraiment exceptionnelle, on essaye de dépasser l'histoire du costume et de rentrer dans les personnages et de permettre aux gens, tout d'un coup, de s'offrir un petit bout d'histoire. Et j'essaye de ne pas être trop pompeux, mais je ne sais pas, par exemple, quels qu'ils soient, quels que soient les gens avec qui je travaille là, la première étape, c'est qu'on les emmène dans des endroits où il y a des costumes partout. Et ça commence par les essayages. Et très vite, on voit selon les costumes qu'ils essayent si c'est un déguisement et si c'est rigolo ou s'ils sont dans le personnage. Et le bon costume qui va avec l'allure, avec l'attitude, avec la barbe, fait que tout d'un coup, ça commence à fonctionner là-bas. Et finalement, moi, ce que je propose dans mes photos, que ce soit à David ou à Arthur, c'est pas une photo, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience. Et d'ailleurs, Arthur, à chaque fois, il me dit, si tu as un truc, appelle-moi. J'ai fait une photo d'Arthur que personne n'a encore vue, qui est pour un projet que personne n'a encore vu, qui s'appelle Louis 114, qui est elle m'est très marrante, cette photo. C'est un projet, donc c'est comment serait le futur imaginé par Louis XIV et ses contemporains. Et dedans, j'ai Pierre Richard, il y a Mathieu Chédid, il y a Louise Bourgoin, il y a Amira Cazard, il y a Pauline Lefebvre, il y a toutes sortes de gens. Et il y a Arthur. Et Arthur, je lui propose le truc et il me dit bon, je veux bien, mais tu me fais beau gosse. Hein. Je dis ouais, Arthur, bien sûr que je vais te faire beau gosse. Arthur, il a 200 000 photos de lui beau gosse. Quel intérêt de faire une photo d'Arthur, une autre photo de lui beau gosse? Et donc, je dis à mon équipe, là, il faut l'assaisonner. J'adore Arthur, mais il faut y aller, là, faut y aller. Et donc, on en a fait un espèce de loup-garou qui vient d'une autre planète avec du poil à poil. On ne dirait pas Arthur. Et à la fin, il m'a dit, mais en fait, ça aurait pu être n'importe qui. J'ai dit, non, Arthur, on te reconnaît. Et la photo, elle est incroyable. C'est juste que c'est pas le Arthur qu'on connaît. Et je pense qu'on ne l'a pas encore sorti parce que ça fait un moment qu'il me dit, est-ce que je peux la montrer, etc. On ne l'a pas sorti, mais l'idée, c'était aussi de l'emmener vers autre chose. C'est pareil, David, donc, il m'a servi, il fait D'Artagnan. Il n'a rien à voir avec la photo qu'il vient de faire en soldat. Et à chaque fois, donc D'Artagnan, il s'est tout rasé, il est machin, il a une espèce de grand chapeau comme ça. Il est incroyable. Et c'est ça que À un moi moment j'aime. donné, Sacha, la photo, elle est frustrante et vous auriez envie d'aller vers autre chose. Parce que là, vous nous parlez de costumes, vous nous parlez de décors, vous nous parlez d'une grosse équipe.
Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit, j'aimerais faire prolonger ce travail-là vers quelque chose d'animé, disons-le, du cinéma, par exemple? Alors, évidemment que ça, bon, je ne suis pas très loin de l'histoire. Je devais faire un film qui n'était pas très loin d'ailleurs d'être fait, mais il s'est trouvé que les producteurs avec qui j'ai commencé ce projet ont omis de me dire très rapidement qu'il n'y avait pas d'argent dans les courts-métrages et que donc le projet que moi j'avais fait, on ne pourrait pas le faire tel que je l'avais imaginé et qu'il faudrait le couper d'un tiers ou de deux tiers. Et à la fin, ils m'ont dit, bon, bah, alors on va le faire, mais on va enlever la moitié du film. Et j'ai dit, ben non, on ne va pas enlever la moitié du film, donc on ne va pas le faire. Et donc, alors que ce film était vraiment chouette, Canal l'avait acheté, ma grand-mère devait jouer dedans, Mélanie Thierry avait dit oui, j'avais Guillaume Schiffman qui est le chef-op de OSS 117. La seule chose, c'est que ce film nécessitait d'être vu en entier et que moi j'avais envie de faire du cinéma, mais pas au point de saccager mon idée. Là, je suis reparti sur cette idée-là et donc je suis en train d'écrire un film avec Ben qui va être une histoire de vieille dame. On me ramène souvent à ça et souvent je me dis non, j'ai pas envie. Et en même temps, là, on a trouvé une histoire qui nous fait vraiment marrer. Et ça va commencer avec ma grand-mère et puis deux de ses copines avec qui j'ai eu, voilà, qui font du poker et qui disent du mal de leur famille. Et il y a toute une histoire construite et amusante. Donc, on est en train d'écrire ça. Et puis après, on va essayer J'ai envie de faire du long, mais d'abord, je voudrais faire un court. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, effectivement, je pense que l'étape suivante, elle est assez logique, c'est le cinéma. Mais après, j'ai pas envie de faire du cinéma. J'ai envie de faire du cinéma avec des moyens. C'est-à-dire que mes histoires, elles sont toujours un peu farfelues. Et elles nécessitent, si on devait transposer mes photos au cinéma, ça nécessite quand même pas mal de moyens. Et c'est vrai que j'ai très envie de faire du cinéma, mais j'ai aucune frustration avec la photo. Et si je fais du cinéma, c'est que un jour, on me donnera les moyens de faire ce que j'ai envie de faire et de raconter les histoires. C'est l'heure, il faut y aller. Non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout, je vous écoute. C'est un Pas du webinaire de tout. 4 heures qu'on a. Non, il faut me dire, parce que moi, Non, pas du tout, mais j'ai un dîner, pour l'instant, tout va bien. en 2022, parce que pour le moment, on est confiné là. D'ailleurs, à partir de 20 h, il faut peut-être mettre le masque. Euh, oui, si vous voulez, mais vous, ça va faire burqa là. Ça veut dire Ben, si vous ça va gardez être le truc compliqué. en haut et le truc en bas, ça va. Ah, c'est Ashkeman. C'est Ashkeman. Je ne peux pas vous laisser partir avant de vous poser cette question. Vous avez inconsciemment ou consciemment, peu importe, fait beaucoup pour qu'on rende visible le grand âge, voire le très grand âge, via Manica. Sans doute, ce n'était pas voulu au début. Je sais aujourd'hui que vous vous battez quand même pas mal pour vos droits parce que cette image, elle est aussi parfois utilisée sans votre autorisation. C'est pas un modèle comme les autres, Mamika. C'est votre modèle, c'est votre grand-mère, c'est ce qui a fait votre popularité. Où est-ce que vous vous placez aujourd'hui par rapport à tous ces gens On disait au début, elle appartient à tout le monde, mais ça reste votre grand-mère. Quand vous voyez que son image est utilisée sans qu'on vous demande l'autorisation, ça doit vous faire quelque chose de particulier, j'imagine. Ah, écoutez, enfin, évidemment, ça concerne ma grand-mère, mais ça concerne le reste de mon travail et puis le reste des photographes aussi. Il se trouve que quand je vois des photos de ma grand-mère utilisées sur des sites, quels qu'ils soient, et que je vois que ma grand-mère, enfin, je ne vais pas rentrer dans notre vie privée, mais qu'on a du mal à faire terminer les fins de mois et que la vie est compliquée parce qu'il faut payer les gens qui s'occupent d'elle, parce qu'il faut payer l'appartement, et que c'est la galère, je me dis qu'il n'y a aucune raison que des gens fassent de l'argent en utilisant ces photos qu'on a faites de façon professionnelle, sans qu'à un moment donné, elle récupère de l'argent et moi aussi. Donc ma problématique, elle n'est pas de l'utilisation, elle est que alors j'ai eu un article dans Le Monde par rapport à ça, mais je pense qu'avec mon avocat, on fait un procès par mois ou deux procès par mois. C'est un truc de fou. Mais j'ai retrouvé des photos de ma grand-mère sur des sites de Godemichet. Je retrouve des photos de ma grand-mère qui sont publiées dans des restaurants. Et pas seulement, alors je vous dis ma grand-mère, il n'y a pas que ma grand-mère, hein. Je retrouve aussi toutes sortes d'autres photos que j'ai pu faire. Donc là, on m'a retrouvé un hôtel avec 17 photos dedans. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que moi, je me dis, enfin, c'est pas facile d'être photographe en ce moment.
parce qu'il n'y a plus d'expo, il n'y a plus de galeries, on vend très peu, et on vend en direct. Enfin, c'est pas des moments. Et tout d'un coup, de se dire qu'il y a un type dans un hôtel, au lieu de nous avoir acheté des photos et de me permettre de continuer à faire ce que j'aime faire, le mec va sur Internet, récupère des photos ou je ne sais pas par quel biais arrive à avoir des images et les met dans son restaurant pour faire sa déco sans qu'à un moment donné, il ait payé pour. C'est pas normal. Donc, c'est surtout ça, c'est que. En France, en tout cas, le droit d'auteur est important et donc il n'y a aucune raison que. Là, j'ai vu la semaine dernière, on m'a envoyé c'est un type qui est peintre. Et alors, c'est magnifique parce que chaque fois, les gens, ils vous copient, mais quand ils vous copient et on les assigne, parce que moi, en fait, je ne discute pas. Il n'y a pas de, j'appelle pas les gens pour lui dire machin, je les assigne directement. Et alors, quand on les assigne, ils disent toujours la même chose. Ah, mais on ne savait pas. Ah bon, tu ne savais pas? Tu ne sais pas qu'il y a du droit d'auteur et que tu ne peux pas utiliser, que si moi, demain, je prends ta photo pour la mettre sur mon site, pour faire la promotion de ma banque, ce n'est pas normal. Bien sûr que tout le monde sait. Alors, on ne savait pas et j'ai vu ça sur Internet, donc j'ai pensé que c'était libre de droit. La semaine dernière, on m'a envoyé un type a pris une photo de ma grand-mère. Alors, évidemment, à aucun moment il la cite, à aucun moment il me cite. Et puis, avec cette photo, il a fait une peinture. Il a fait une peinture, donc c'est une copie de ma grand-mère. Alors, la chance que j'ai avec Internet et la malchance, c'est que, évidemment, tout le monde a besoin d'images et que les gens ne sont pas prêts à payer. Et la chance que j'ai, c'est que dès qu'il y a une photo qui apparaît quelque part, les gens disent « Ah, c'est marrant, ça, c'est un truc de photo de Sacha Goldberger », et on me tag. Et donc, tout d'un coup, je découvre qu'une photo de ma grand-mère, une photo des super-héros, une photo d'une autre série se retrouve dans un resto, dans un machin, dans un hôtel, dans un site, etc. Et je pense que voilà, je pense que si demain, moi, j'utilise votre photo et que je l'utilise pour faire la promotion d'une vente de slip, vous ne serez pas contente. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. C'est pas et puis, en plus, souvent, ce n'est pas seulement une histoire d'argent, parce que là, je parle d'argent, c'est aussi une histoire de… Moi, j'ai une équipe avec qui je travaille et tout le monde travaille pour essayer d'avoir des images de bonne qualité et un espèce de respect des images. Je vends des images et ça me permet de rembourser ce que j'ai dépensé, les productions que je fais qui sont assez phénoménales. Et puis, ça me permet aussi de produire de nouvelles choses. Et quand on retrouve des photos sur des toiles pourries avec des impressions dégueulasses, ça ne sert pas mon travail, ça ne sert pas le travail de mon équipe. Et je pense que le respect de tout ce qu'on peut faire est aussi important. Donc, il y a tous ces aspects. Il y a que, je pense que soit les comédiens ou ma grand-mère ou d'autres, il n'y a pas de raison qu'ils ne profitent pas si jamais on utilise leurs photos. Et ensuite, que le respect du boulot fait que aujourd'hui, on ne peut pas prendre une image sur Internet et l'utiliser. Et si on l'utilise, ben voilà, après, derrière, on est poursuivi, on paye. Et puis tant pis. Et donc, mais voilà, souvent, et puis après, souvent, ce qui est très marrant aussi, c'est quand les gens, quand ils sont poursuivis, une fois qu'ils sont poursuivis, ils sont désolés. Et puis après, j'ai toujours leurs copains ou leurs copines qui les connaissent de loin ou de près en me disant, j'ai une copine, tu devrais être cool et tout. Enfin, ne fais pas ça. Voilà, ne fais pas ça. Si demain tu vas dans la rue et que tu mets un coup de poing dans le visage de quelqu'un, après, voilà, et ben c'est un peu la même chose. Merci Sacha Goldberger. Je suis très heureuse, Safoman est très heureuse d'avoir interviewé Ashkeman. Ce n'était pas prévu du tout comme ça, mais franchement, j'ai passé une très très bonne soirée. Je vais repasser la parole à Gat pour les questions du public. Merci infiniment. Ah, il y a des questions maintenant? Mais oui, il y a des questions. Il y a quelques questions, Ah, Sacha. génial. Ça me va très bien. Et déjà, il y a une question auquel on peut répondre, c'est est-ce que j'ai un pantalon à pince, machin? Évidemment que oui. Je veux dire, les choses soient claires. Moi, je passe pour une menteuse ou une obsédée. Alors là, au moins, les choses sont claires. Je ne suis ni l'une ni l'autre. Et c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure un costume 3 pièces, c'est ça? Exactement. Alors, Sacha, vous l'avez cité tout à l'heure, l'occasion pour moi également de le saluer, Ben Simon, le talentueux Ben Simon, que nous avions reçu à l'Écuge il y a 2 ans lorsqu'il a publié un livre, d'ailleurs avec un autre ami, Alain Granat, Comment savoir si vous êtes de gauche ou de droite, un livre hilarant. Donc, l'occasion pour moi de le saluer et de vous saluer en même temps parce que vous étiez également venu à l'Écuge l'année dernière, je crois, dans le cadre d'un Limoud. Alors, Sacha, une première question de Daniel concernant la série Renaissance. Daniel vous demande si cette série fera l'objet d'un livre prochainement. Alors, je pense qu'il va falloir à un moment ou à un autre que je me penche sur une monographie
de manière, parce que aucun de mes bouquins, à part les photos sur ma grand-mère, n'ont été publiés. Et c'est vrai que depuis quelques années, je me concentre sur la production et la réalisation de toutes mes photos et pas tellement sur sa diffusion. Donc j'ai une petite lacune, en exposition en ce moment, et puis deux, je rêverais d'avoir un livre. Et c'est vrai qu'on m'avait proposé il y a 2 ans de faire une monographie, et puis en même temps, il fallait avoir une exposition, une grosse exposition, parce qu'aujourd'hui, le marché du livre est très compliqué, c'est-à-dire que fabriquer un bouquin, ça nécessite beaucoup d'argent et il y a très peu de ventes. Donc, pour que ça se vende, il faut que derrière, il y ait une grosse exposition ou un festival. Et jusqu'à maintenant, alors en plus avec le Covid, là, depuis 1 an, ça c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que dès que je pourrais, je ferai un bouquin, une monographie sur ce travail-là et le reste de mon travail, c'est-à-dire les autres séries. Il y a une série qui s'appelle Meet My Mom qui est sur le poids de la famille. Il y a une série, là j'ai sorti 2 séries qui sont pas encore, qu'on n'a pas encore vues, mais qui sont sur l'attaque de la Terre par des extraterrestres avec des ustensiles de cuisine dans les années 50. Et donc on pourra voir tout ça, j'espère, dans un bouquin spécifique. Justement, à propos de ces séries, Sacha, il semble que vous soyez le producteur de ces séries, alors qu'en général, finalement, ce sont des super productions, hein. En général, on est accompagné par un producteur dans son travail. Vous aimez travailler tout seul? Pas du tout. Mais en France, en fait, au niveau de la photographie, il n'y a pas de producteur, ça n'existe pas. Si vous allez aux États-Unis, il y a quelques photographes qui se font produire. En France, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, j'ai pris le parti d'investir ce que moi j'avais parce que voilà, je crois en ce en quoi ce que je fais. Et puis, à chaque fois que j'ai des idées, elles sont toujours un peu farfelues et grandioses et elles nécessitent d'avoir pas mal de fonds. Et je sais très bien que si moi, je ne mets pas cet argent, personne ne le fera pour moi. Donc, je prends à chaque fois des énormes risques, mais je n'arrive pas à faire autrement. J'aime pas du tout travailler seul. Je travaille alors avec des grosses équipes, mais c'est vrai que personne ne m'a encore aujourd'hui proposé de me produire et ça n'existe pas. Alors, ce qui se passe, c'est que quand je fais des grosses séries, et ça, c'est des grandes joies que j'ai, c'est que souvent, je prépare un document avant d'avoir fait la série. J'envoie les photos qui ne sont pas encore faites, mais le document et les projets à des collectionneurs ou à des amis proches en leur disant, écoutez, voilà, il y a ce truc, si ça vous intéresse, le prix de la photo finale vaudra tant, moi je vous le fais à 50% du prix, mais par contre, vous ne savez pas du tout ce que vous aurez. Et en général, les gens avec qui je fais ça ont confiance et achètent, et préachètent. Donc on est un peu dans le mécénat. Et donc, j'arrive souvent à avoir 10, 20, 30% du prix. Et là où c'est amusant, enfin, amusant et en même temps inquiétant, c'est qu'effectivement, quand ils achètent beaucoup moins cher que s'ils avaient attendu que la série soit finie, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Et ça, je le fais assez souvent. Et ça me permet, moi, d'avoir un peu de fond, de respirer un peu. Et après, je serre les fesses parce que quand la série sort, je me dis, ouais, oui, il faut quand même espérer que ça leur plaise. Et en général, jusqu'à maintenant, j'ai eu très peu de déçus et ça a fonctionné comme ça. Voilà. Mais non, si le système de production n'existe pas en France, pas pour les photos en tout cas. Donc essentiellement du mécénat. Une question un peu plus sérieuse concernant les survivants de la Shoah. Finalement, il y a eu beaucoup de projets autour de la mémoire, par les textes, par les documents sonores, vidéos. Et est-ce que vous pensez que la photo peut jouer son rôle de ce point de vue? Bon, j'ai une grande déception par rapport à ça. Ça m'a permis de rencontrer un monsieur formidable, mais il y a 10 ans, j'avais imaginé un projet qui était un projet autour de la Shoah et autour des survivants. Mon idée était de contacter tous les survivants français, de préférence parisiens, pour une question de pratique, et de leur demander une photo de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il commençait à y avoir des persécutions. Et l'idée, c'était de refaire cette photo exactement au même endroit, mais je crois 70 ans, ça collait à peu près à 70 ans après. Et en fait, j'ai commencé à faire ce projet. Et donc, j'ai rencontré un monsieur exceptionnel qui s'appelle Alex Allenbrunner, qui est porte-drapeau
et qui a été… alors, il n'a pas été déporté, mais je crois qu'il a été envoyé en camp. Et puis, il est assez militant, il va dans les écoles. Et donc, on a regardé ses photos. On a choisi une photo de lui et de sa sœur, rue des Rosiers. Et en fait, l'endroit où ils ont été photographiés, qui était à l'époque un photographe officiel, c'était devenu une laverie. Et l'idée, c'était de refaire une photo de lui et de sa sœur dans cette laverie. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, si c'est une laverie, on t'assera et toi et ta sœur, on vous mettra sur des machines à laver et on fera une photo avec la même position, les mêmes vêtements et la même attitude. Et j'ai adoré cette idée de projet. Et puis malheureusement, j'ai commencé à faire la première photo et il s'est avéré qu'une jeune femme d'Amérique du Sud a eu la même idée et qu'à l'époque, elle a sorti, donc elle avait 6 mois d'avance sur moi, ou je ne sais pas combien de temps elle s'y est prise avant, mais en tout cas, entre 6 mois et 1 an d'avance sur moi, et elle a fait ce projet, et donc je l'ai abandonné. Mais je pense que ça aurait été une exposition incroyable, parce que, tel que je l'imaginais, je voulais reprendre la phrase de Goebbels qui disait qu'il fallait exterminer tout le monde. Je ne sais plus si c'est Goebbels ou Himmler. Et puis remettre une petite phrase en disant, mais voilà, on est toujours là. Et donc faire une expo où on pouvait voir les photos d'époque, donc ça permettait de voir un peu les lieux, comment ça se passait, et de les refaire maintenant avec les survivants. Un petit peu comme dans la liste de Schindler à la fin, c'est magnifique quand on voit les descendants, Oui. c'est assez émouvant. Alors là, c'était pas les descendants, mais c'était les survivants, et voilà, et de montrer que finalement, et puis ça colle bien, enfin ça collait bien avec mon état d'esprit qui est de se dire, restons positifs. C'est rien de toujours dire que ça va pas, mais de montrer qu'il y a quand même, on est encore là. C'est une façon positive de parler de la Shoah. Et je me suis dit, on peut emmener des enfants là-bas, il n'y a rien d'horrible. Et au contraire, de leur expliquer que ben voilà, sur les photos de l'époque, eh ben, on avait une étoile jaune, et puis de discuter de pourquoi de l'étoile jaune et pourquoi du photographe. Et ça nous parlait. Voilà. Et malheureusement, ça a été fait de façon très brillante d'ailleurs, par une autre jeune femme. Et donc, j'ai laissé tomber cette idée, mais je pense que c'est nécessaire. Enfin, c'est un sujet sur lequel… alors, malheureusement, je crois qu'on n'a plus beaucoup de rescapés. Ils sont plus très nombreux, mais c'est un beau sujet. Alors, Sacha, une dernière question à propos de vos projets. On sait bien que c'est une année très particulière, tout est entre parenthèses, et que on imagine que les choses vont bouger d'ici quelques mois, y compris pour vous. Qu'en est-il de vos projets à venir? Je crois savoir que la série Louis C14, sur laquelle vous avez travaillé depuis l'année dernière, je crois, va faire l'objet d'une expo. Alors, depuis 1 an, en fait, j'ai profité de toute cette période un peu compliquée pour produire. Donc, j'ai fait énormément de séries. J'ai 4 séries que personne n'a encore jamais vues. Je suis parti shooter une série au Brésil il y a 2 mois. J'ai fait une série il y a plus que 3 mois. J'ai fait une série avec des personnalités en Au tenue. Brésil, en plein confinement, en C'est pleine ça. Moi, pandémie. je pars toujours enfin, juste avant le confinement, sans le savoir d'ailleurs. En général, les 2 confinements, je suis parti juste avant. Et donc, en fait, j'ai profité de cette période qui était compliquée pour produire. La série Louis 114, elle est terminée. La seule chose, c'est que les ambitions que j'ai pour elle, il y a eu à peu près 3 ans de travail et un investissement énorme. Donc l'ambition que j'ai pour elle est tellement grande que on m'a proposé de l'exposer, mais enfin, aujourd'hui, je veux vraiment un lieu emblématique. Donc j'essaye d'avoir Versailles, mais c'est pas simple. Et puis j'essaye d'avoir enfin, avec les musées nationaux, on a aussi discuté d'endroits. Mais le problème, c'est que tout a été retardé avec le confinement. En fait, les expositions de l'année dernière et de l'année d'avant sont repoussées. Donc, pour le moment, je n'ai encore rien de prévu. Donc, je travaille sur ça parce que c'est un projet vraiment important pour moi. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop enfin, je sais pas trop par quel bout prendre les choses parce que aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Donc, il n'y a pas une institution qui peut vous dire, OK, on va faire ça à tel moment. Aujourd'hui, il faut savoir que les musées prévoient des expositions à 2 ou 3 ans et que donc tout est bouché là. C'est-à-dire que c'était déjà prévu et maintenant, en plus, non seulement c'était prévu, mais ils sont obligés de repousser. Donc, elle est là, elle est prête à être exposée, mais pour le moment, je n'ai pas encore de visibilité là-dessus. Et je crois bien qu'on ne sait tellement pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Je veux dire, on est à 2 doigts de se faire un 3e confinement dur. Donc, je ne sais pas. J'aimerais avoir une réponse. Et c'est un peu délicat. Et d'ailleurs, tous les comédiens et les gens qui ont travaillé avec moi me posent régulièrement la question.
Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille sur un parfum, on a travaillé sur des lettres, il y a un making-of magnifique qui est en train d'être bouclé, et que donc on va autour de cette exposition et de cette série avoir des images, avoir des parfums, avoir des costumes qu'on va pouvoir montrer, des making-of et des lettres avec des lectures de lettres. Et donc avec Ben, on est, et puis avec une jeune femme qui travaille aussi avec nous, on est en train d'écrire, qui fait partie de la communauté, on est en train d'écrire tout ça et de manière à ce qu'on ait, quand ça va sortir, une espèce de pack complet, une vision 360. Bon, eh ben, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter je dirais, un avenir plus radieux pour ces projets d'exposition. On est impatient de les découvrir. Merci Ashkeman, Sacha Goldberger. Peut-être pouvez-vous vous Enlever ce masque. Je me Vous découvre. pouvez enlever ce masque. Voilà, ben voilà, dévoilement. Tout à l'heure, en vous levant, vous vous êtes encore plus dévoilé. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Merci beaucoup, Sacha. J'invite tous nos spectateurs et nos spectatrices à nous retrouver cette semaine pour un rendez-vous exceptionnel jeudi à 17h30 avec Virginie Gage qui interviewera Johan Sfar. Nous aurons également ce jeudi une conférence sur l'évolution du judaïsme par Philippe Boukhara. Et nous avons en fait à l'Écuge des rendez-vous quasi quotidiens. Donc je vous invite à consulter notre page Facebook et évidemment notre site internet. Je vous dis Virginie, Sacha, merci beaucoup pour Merci beaucoup. Merci. Expérience passée avec vous et bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Ouais. Et Johan est un type formidable. Hein. Au revoir. Au revoir.